Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier numéro de l'émission Le Débrief. Nous parlons de la grosse actualité de cette semaine. Vous le savez, le président du Burkina Faso a accusé ouvertement le Bénin d'abriter des bases militaires françaises. Ces accusations de l'homme fort du Burkina Faso résonnent encore dans la tête des Béninois et on se demande bien si le président Ibrahim Traoré n'a pas poussé un tout petit peu le bouchon loin dans le contexte actuel. Et pour en parler avec nous, Paul-Marie Russou, il est analyste politique. Avec lui, nous allons revenir de long en large sur le sujet. Nous parlerons également des pays de l'AES et de la CEDEAO. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, Madame Arthur, de dire quand même merci, merci de m'avoir fait l'honneur d'être le tout premier sur cette émission. Et tu me permets de te dire tu maintenant, parce que nous avons fait le combat depuis des décennies maintenant, bon près de 2 décennies maintenant, sur devenir journaliste, travailler à être de bons journalistes. Et je constate que tu as tenu fort. Tu as fait le travail qu'il faut faire aujourd'hui, ta réputation traverse le Bénin. Et ça, il faut le dire aux jeunes, que pour véritablement réussir quelque chose, il faut non seulement rester fidèle à ses convictions, mais se battre pour le mieux, pour le meilleur. Parce que je te connais. On va au reportage, on revient, tu te bats pour que le reportage soit le meilleur possible à la radio qu'on a partagé ensemble. Et je crois que les jeunes doivent apprendre de ton expérience. Et j'espère que tu finiras par leur parler aussi et leur dire comment tu as fait pour atteindre ce niveau. Et ça, vraiment, ça m'honore et ça je suis ému d'être le tout premier sur cette émission. Et je voudrais dire que oui, et Ibrahim Traoré a-t-il poussé trop loin le bouchon? Non, je crois que Ibrahim Traoré est dans son genre d'abord. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a décidé de ne pas faire la bouche, de ne pas rester muet sur les choses qui se font pour que le peuple, en fait, le peuple soit avec lui dans sa gouvernance. Vous savez, quand le coup d'État, le jour même où il a fait le coup d'État, tout allait rebasculer et reparti vers Paul Damiba, vous savez, qui était le président. Mais c'est quand il est sorti et qu'il a parlé aux jeunes de la réalité de ce qui se passait, que les jeunes se sont levés et l'ont soutenu pour que le coup d'État vraiment soit totalement consommé. Alors donc, c'est son genre. Et ce genre qu'il a, vous savez, j'entends beaucoup de soutien de talons sortir les griffes et dire oui, que, certains disent même que c'est un gamin, d'autres disent que c'est, comment on l'appelle, c'est un populiste. Vous voyez, ça c'est pas du populisme. Ce n'est pas raison, non? Non, ce n'est pas du populisme. C'est la gouvernance d'État avec le peuple. Je vous donne un exemple très simple, j'espère que peut-être qu'on y arrivera. Il a lancé ce qu'il a appelé le fonds de soutien patriotique pour la guerre. Vous voyez, aujourd'hui, la guerre qu'il fait contre le djihadisme au Burkina est entièrement financée par les Burkinabés. Il a lancé l'appel en fin 2022 et a prévu récolter environ 100 milliards de francs CFA pour 2023. Il en a eu 99 milliards. C'est-à-dire les Burkinabés qui sortent l'argent qui donnent pour dire allez acheter les équipements et faites la guerre pour nous. Et au 24 mars de cette année, il a encore reçu 31 milliards, donc du 1er janvier au 24. Un peuple peut encore montrer son soutien à un dirigeant. Il n'y en a pas mieux. Et donc, c'est dire que c'est son genre. Lui, il a décidé de gouverner dans la transparence et dans la vérité avec le peuple. Et donc, ce qui se fait, ce qui arrive à l'État, il le dit publiquement pour que tout le monde sache. Mais, dans son intervention, je crois qu'il a fait un grand bien aux Béninois. Et pourquoi? Il a fait un grand bien aux Béninois parce qu'aujourd'hui, il a donné des indications sur des preuves matérielles sur lesquelles on peut aller mettre la main.
Il a parlé de Kandi, de Porga, même s'il a titubé un peu sur le nom Porga. Mais il a sorti le nom quand Il même. a sorti le nom quand même. Et il a parlé de la piste, d'une piste de 3000 mètres à prêter et que des avions descendent. Moi, citoyen lambda, vous, moi, lui, nous tous, comment pouvons-nous savoir que des avions descendent dans notre pays? C'est aux autorités béninoises de nous informer de ce qui se passe. Mais si on laisse les avions, si on laisse toutes ces choses, il a parlé de, plutôt que de parler de base militaire dans le jargon classique que nous connaissons, mais il a parlé de centres d'opération pour former les djihadistes, pour les préparer à aller attaquer. Et donc, le discours a évolué, les indications ont évolué, et qui plus est, il a dit qu'ils ont des audios d'agents français qui forment, entraînent, soignent les djihadistes sur le territoire du Bénin. Ben écoutez, peut-être que le gouvernement béninois ne sait rien de tout cela. Peut-être, je le dis, que le gouvernement béninois ne sait rien de tout cela parce qu'ils ont sorti un communiqué. Et moi, j'ai trouvé que c'est bien que pour une première fois, juste à la sortie du président burkinabé, le gouvernement béninois réagisse. Parce que les Nigériens, eux, ils ont commencé à dire, ils ont dit pendant des mois, personne ne les a écoutés sur la question de sécurité. Et donc, c'est bien que le gouvernement béninois soit sorti, mais je crois que le gouvernement béninois est encore dans la littérature. Il faut aller à la réalité, au concret. Et demander, parce que c'est en ce moment qu'on met en branle, parce que le Burkina Faso n'a pas encore fermé ses frontières, que je sache. Donc, il n'y a pas encore une crise diplomatique. Et on ne tend pas vers une crise diplomatique avec Ouagadougou? Non du tout, je crois plutôt que c'est un appel de pied à ce qu'une diplomatie se mette en place et que la diplomatie béninoise aille vers la diplomatie burkinabé et demande à avoir tout au moins les audios. Parce que les instructeurs français qui sont ici, je ne sais pas si le gouvernement béninois est à leur trousse chaque jour pour savoir ce qu'ils font. Mais si vous n'êtes pas à leur trousse pour savoir ce qu'ils font, et qu'on vous dit qu'il y a des audios dans lesquels il y a des échanges avec les djihadistes et autres, donc la diplomatie devrait se mettre en place pour aller chercher à avoir ces audios et discuter avec les Burkinabés pour trouver un terrain d'entente sur comment régler le problème du djihadisme transfrontalier que nous avons donc entre nos deux pays. Et surtout parce que ce n'est pas la peine de se lancer dans des injures contre le président Ibrahim Traoré. Ce n'est pas la peine de faire ça. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt qu'il a donné des éléments concrets sur lesquels nous devons travailler ensemble et voir si effectivement ce qu'ils sont en train de dire est vrai ou si c'est faux. C'est vrai que vous l'avez dit un tout petit peu, sinon j'allais vous demander, c'est une technique propre peut-être à Ibrahim Traoré, parce qu'il aurait pu saisir le gouvernement du Bénin, je ne crois pas d'autre manière, au lieu de venir dire ça comme ça sur la place publique, alors qu'on sait très bien qu'actuellement il y a une commission qui devrait être créée pour régler la crise qui secoue le Bénin et le Niger, et que les populations béninoises comme nigériennes rêvent de voir les frontières ouvertes du côté du Niger. Donc il aurait pu peut-être faire un peu autrement, mais il a dit qu'il ne pratique pas une diplomatie mensongère non plus. Non, je crois que l'intervention d'Ibrahim Traoré s'inscrit directement dans la droite ligne de ce qui a été dit avec le Niger et pour lequel le gouvernement béninois est resté dans le déni. Le Niger, donc c'est une manière pour lui de jusqu'à ce jour, vous savez, comme je le disais avant, le Niger a sorti un certain nombre de communiqués. Communiqué numéro ceci, du gouvernement de la République du Niger, communiqué numéro un certain nombre de communiqués sur
les débarquements d'équipements ici, sur les mouvements des Français sur notre territoire, mais qui sont restés sans réaction de la part de notre gouvernement. Et c'est quand la crise a pris le gouvernement béninois par le cou que maintenant le gouvernement a commencé à ouvrir les yeux sur ce qui fait le vrai problème avec le Niger. Et même dans ce cas, le gouvernement béninois est resté tout le temps dans des réactions qui consistent à dire dans les médias simplement qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Mais les autres insistent et continuent d'insister, de dire qu'il y a de bases militaires au Bénin. Et nous en sommes arrivés à un point où, c'est vrai, les présidents Soglo et Yahi sont allés au Niger. Et on discutait avec Tiani, le général Tiani, sur comment sortir de la crise. Et donc, une médiation est enclenchée. Mais attention, les problèmes avec le Niger ne sont pas les problèmes avec le Burkina. Les deux partagent bien sûr le problème de sécurité. La sécurité aux frontières avec les djihadistes. Bon, les uns et les autres s'accusent. Oui, c'est les djihadistes sont venus du Burkina. Maintenant, c'est les djihadistes viennent du Bénin. Bon, c'est vrai, on peut s'accuser. Mais le djihadisme traîne dans les trousses de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est ce quelqu'un que eux, ils ont chassé de chez eux. Et depuis qu'ils ont chassé les djihadistes de chez eux, les djihadistes ont des difficultés sur leur territoire. Et maintenant, nous sommes en bonne collaboration avec la France. Et le président n'a pas manqué de le dire la dernière fois en France que lui ne mettra pas fin à une relation séculaire qu'ils ont eue avec la France. Et donc là, le Bénin étant souverain comme le Niger, le Bénin le Burkina Faso sont souverains. Et libre de ses choix aussi. Sauf que la souveraineté des uns et des autres commence à poser des problèmes lorsque la question sécuritaire, c'est-à-dire lorsque l'un dit que l'autre utilise son territoire comme base pour déstabiliser la paix chez l'autre. Parce que pendant longtemps, le Burkina Faso a pris des bases militaires, un peu comme le Niger. Bien sûr. Le Bénin ne s'en est jamais plaint. Oui, mais ce n'étaient pas des bases militaires qui visaient à déstabiliser le régime béninois. Si les bases militaires avaient pour vocation de déstabiliser le régime béninois allait se plaindre. Rappelez-vous que le Bénin et le Niger, le Bénin et le Burkina Faso ont eu la même idéologie à une époque. Et Sankara, l'époque Sankara. Et révolution ici, révolution là-bas. Et des mots d'ordre du Burkina Faso étaient même exécutés sur notre territoire, dans la partie nord de notre territoire. Par exemple, ce que Sankara appelait la vaccination commando, c'est-à-dire qu'il fallait vacciner toute la population d'un certain âge, ça a été fait jusqu'à notre territoire ici. Vous comprenez? Donc, cela suppose que lorsqu'il y a l'idéologie est la même, lorsque les deux ont les mêmes sources de soutien en termes de puissance, il n'y a pas de problème. Vous savez que le Togo et le Bénin, l'un avait la révolution, l'autre avait le capitalisme, mais il n'y a pas eu de conflit entre le Togo et le Bénin. Mais pourquoi? Simplement parce que le Togo ne se permettrait jamais d'abriter des rebelles pour attaquer le Bénin. Donc, quand nous entrons dans le contexte où la sécurité de l'un dépend de ce que fait l'autre, alors on peut s'interpeller. Et là, la question de souveraineté, oui, il y a la souveraineté, mais la souveraineté ne vous permet pas de faire tout et rien chez vous qui peut déstabiliser chez moi. C'est ça le problème. Et surtout en matière de sécurité. Et donc, moi, je crois que c'est donc dans la suite logique de ce que le gouvernement du Bénin continue de dire. Il n'y a pas de base militaire, sur notre territoire et que le Bénin ne peut jamais servir de déstabiliser le Niger et le Burkina et le Mali, que
les informations ont été maintenant données au Burkina qui permettent au Burkina de dire au Bénin, je pense sincèrement que c'est des partages d'informations entre pays de l'AES qui permettent maintenant de dire au Burkina d'aller un peu plus loin pour dire au Bénin, mais regardez, il y a des éléments, moi je peux vous donner des éléments, de preuve qui vous disent que chez vous se passent des choses, peut-être que vous êtes ignorant de cela, mais je vous dis qu'il se passe des choses et il faut regarder de façon sérieuse ces choses. Ce qui est clair pour le Burkina, c'est que la Côte d'Ivoire est une menace. Dans la foulée, le porte-parole du gouvernement béninois a réagi et vous avez commencé à en parler. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qui est l'hôpital et qui est la charité? Wilfrid Brillant, oui, moi, non, lui peut se faire perdre dans ces agencements de mots qui parfois n'ont pas de racines dans la réalité. Mais la réalité entre les deux pays, je ne sais pas si le Bénin est charitable vis-à-vis du Burkina Faso et en quoi le Bénin est charitable vis-à-vis du Burkina Faso. Le Burkina Faso, si vous voulez dire que le djihadisme vient du Burkina Faso, le Bénin a hérité le Burkina Faso a hérité le djihadisme de ce que la France a créé en Libye. Vous rappelez, et le djihadisme en tant que tel n'a commencé qu'en 2015 au Burkina Faso et sous Blaise Compaoré. Et je crois Ibrahim Traoré n'a pas manqué de dire que justement ce régime-là était une base pour les djihadistes et aussi pour la politique France-Afrique là. Mais voilà ce que ça nous donne. Voilà, nous sommes aujourd'hui appelés à lutter contre tout ça là et pour notre survie. Alors donc, il s'agit pas de se mettre à utiliser des mots vraiment, des mots comme un poète ou comme quelque chose qui n'ont aucune racine dans la réalité, mais de voir la réalité de près. Et quand on regarde la réalité de près, je ne sais pas qui est charitable, je ne sais pas si, comment on l'appelle, le Burkina est en train d'écrouler ou bien le Burkina est dans une situation où le Bénin est devenu charitable vis-à-vis du Burkina. Moi, je ne sais pas cette expression que tout le monde traîne partout parce qu'il l'a utilisée là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que moi, je suis allé au Burkina Faso, franchement. Je viens du Burkina Faso, franchement. Le Burkina n'a rien à envier au Bénin. Rien, du tout, rien. Sauf peut-être la mer. Mais le Burkina n'est pas obligé de dépendre du Bénin pour la mer. Il y a le Ghana, c'est encore court. Il y a le Togo, c'est encore court. Donc, je ne sais pas de quoi il parle, quoi. Vous voyez pourquoi je dis des mots qui n'ont aucune racine dans la réalité. Parce qu'il ne faut pas que des gens se mettent des titres de gouvernement et racontent de n'importe quoi, qui jettent de l'huile sur le feu. Parce que c'est ça. En réalité, ce que je dis, le pays, c'est le nôtre. Les problèmes qui se posent, c'est-à-dire que le Burkina dise que moi, j'ai des problèmes de sécurité parce que vous avez ça, et j'ai des bandes sonores où il y a des gens qui parlent et qui sont des preuves de ce que je dis. Mais vous, gouvernement, vous ne pouvez pas vous mettre à dire charité, je ne sais quoi, hôpital qui se moque de charité. Qui est l'hôpital, qui est la charité? Et moi, je ne sais pas. Je cherche à voir ça, mais je ne cherche pas. Et donc, c'est en cela que moi, je l'ai déjà dit une fois, celui-là, il a vraiment à prendre encore, hein, en termes, il a beaucoup de chemin à faire en termes de relations internationales. Mais ce qu'on appelle relations internationales, quand vous êtes porte-parole du gouvernement, vous avez l'obligation d'avoir une certaine culture de la vie des États et de la vie à l'intérieur comme de la vie inter-État. Mais là, c'est vraiment, ça n'a rien à faire avec la réalité de la vie entre les États, ces propos-là que tout le monde traîne partout, l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut dire quand nous regardons la vérité de près. Alors, concrètement aujourd'hui, Paul-Marie Russo, de quelle marge de manœuvre le Bénin dispose pour prouver sa bonne foi? Enfin, si bonne foi il y a. Moi, je crois que le Bénin a encore toutes les cartes à main, surtout avec le Burkina Faso. C'est la diplomatie. Vous voyez que
nous n'avons même plus presque... ou si nous en avons, c'est vers l'Angola qu'on va en ce moment où il y a des crises dans la sous-région. Je ne sais pas si vous comprenez ça, le ministre des Affaires étrangères doit être normalement dans les pays de l'AES. Il doit siéger là jusqu'à ce que les problèmes ne soient résolus. Il devrait aller parler au Mali, devrait aller parler au Burkina, devrait aller parler au Niger et faire le tour des pays là. Si tant qu'il n'a pas, vous voyez, regardez la crise entre Israël et le Hamas. Regardez le nombre de fois que le secrétaire d'État des États-Unis est dans la région et passe de pays en pays. Vous comprenez? Lorsqu'il y a crise, la diplomatie devrait se mettre en branle et au lieu d'aller en Angola pour aller chercher je ne sais quoi, il faut être entre ces pays. Parce que ce qui se pose comme problème à partir de maintenant, et je l'avais déjà dit, dès que la crise a éclaté au Mali, j'avais déjà dit que ça c'est un phénomène. Et quand on parle de phénomène, c'est-à-dire que ce n'est plus un fait isolé, où ça se passe et puis bon, on oublie, bon, ça va passer, ou bien on pense qu'on a la force de faire ceci. C'est un phénomène sur lequel il faut porter un regard sérieux. Le phénomène AES, c'est un phénomène sur lequel il faut porter un regard sérieux. Et quand nous portons un regard sérieux sur ce phénomène, nous allons commencer à nous redéfinir. C'est-à-dire redéfinir notre position dans la sous-région vis-à-vis de ce groupe de pays-là. Parce que c'est très important. C'est très important, je l'ai déjà dit. Vous savez, la crise perdue, vous savez pourquoi? Pour deux raisons principales, ou deux niveaux de responsabilité, ou de manque de responsabilité, deux niveaux principaux. Le premier niveau, c'est la CEDEAO. La CEDEAO, depuis que la question de djihadisme s'est posée dans l'espace, n'en a pas fait un problème sérieux où il faut mobiliser les ressources et aller pour éteindre le feu. Rappelez-vous, ce problème a commencé depuis le Nigeria avec les Boko Haram. Normalement, si les djihadistes arrivent à tenir, c'est-à-dire, moi je suis un pays de la CEDEAO, je suis à l'intérieur de cet espace et où je suis la CEDEAO. La première réaction que je devais avoir, c'est que, attention, si le Nigeria n'arrive pas à vaincre ce phénomène et que ça déborde, mais comment, si le bois vert brûle, qu'en serait-il du bois sec? Vous imaginez? Donc, si le Nigeria n'arrive pas à vaincre ce phénomène va déborder sur les petits pays et les petits pays ne peuvent même pas tenir comme le Nigeria. C'est ça le réflexe que la CEDEAO devrait avoir. Elle n'a pas eu ce réflexe. Deuxième étape, la Libye a été déstructurée. Les djihadistes ont envahi la zone sahélienne. La zone sahélienne, enfin, je veux dire les trois pays là, les Mali, Niger et Burkina Faso. Ça a commencé d'abord par le Mali, n'est-ce pas? Puisque c'est Kidal. Et rappelez-vous que les Maliens nous ont dit que quand ils ont décidé d'aller combattre les djihadistes à Kidal, la France s'est interposée. Et les Maliens l'ont dit. Et les Maliens ont dit beaucoup de choses et ont dit qu'ils vont montrer des preuves. Personne ne leur a permis de montrer les preuves jusqu'à ce jour. Et moi, c'est pourquoi je dis au Bénin, rappelez-vous que maintenant, il y a quelque chose de matériel sur lequel vous pouvez travailler et évoluer avec ces pays-là. Et ce matériel, c'est l'audio, comment on appelle l'élément audio que détient le Burkina Faso. Dont Ibrahim Traoré a parlé. Il faut aller chercher cet audio-là, l'écouter, parce que si vous n'étiez pas conscient qu'il y a des choses qui se passent dans votre pays, mais là, l'audio va vous permettre maintenant de savoir et de revoir votre position par rapport aux accords que vous avez signés avec l'autre. Mais si l'audio vous indique que ce qui est là n'est pas vraiment un problème, tel que eux ils voient ça, c'est en ce moment vous avez du matériel, vous aussi maintenant, pour parler et non juste venir nous dire il n'y a pas de djihadistes au Bénin. Alors donc le Bénin doit redéfinir sa position d'abord par rapport à la CEDEAO et ensuite par rapport à
au pays, enfin, à l'Alliance des États du Sahel. Le premier niveau, donc la CEDEAO, n'a pas pris le problème de djihadisme qui envahissait ces pays-là à corps le bras. Et s'est contenté de dire oui, vous avez fait coup d'État. Non, 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 il faut juste faire encore élection et puis on remet quelqu'un d'autre. Et on remettait les gens et les djihadistes avançaient. Et les djihadistes avançaient. Les djihadistes auraient pris complètement Bamako si la France ne s'était pas interposée. Et ça, il faut le reconnaître à la France. Où était la CEDEAO? Où était la force d'interposition de la CEDEAO? Vous voyez à peu près les problèmes. Les choses sont concrètes et réelles et il faut qu'on prenne ça au sérieux au lieu de croire que bon, donc c'est un petit Ghanéen ou de dire des choses comme ça sur les antennes pour faire croire au président Talon que oui, vous êtes son meilleur ami en disant que c'est un Ghanéen qui parle et qui ne comprend pas les choses qu'il dit. C'est très important que le Bénin se reprenne tout de suite et aille chercher véritablement cette bande audio que le président Ibrahim Traoré a mentionné. Parce que là, nous détenons maintenant une preuve matérielle à partir de laquelle maintenant chaque pays peut s'expliquer.